taught her how to talk like that. Caramel! Caramel, Caramel, mou. Caramel, caramel, mou. Terrible la prestation de Jupiter l'autre soir à la télévision, mal assuré au commencement, même bien à plat sur son bureau façon premier de la classe, mèche impeccable. Il lui aura fallu quelques minutes pour trouver son rythme, à croire que les conseils de Brigitte, son professeur de théâtre à l'époque où il pratiquait la discipline au lycée, sont déjà loin. Et puis, pour nous dire quoi en fait ? Que cette fois, il commençait à visualiser la détresse sociale et économique d'une partie de la population et que derrière la revendication d'une suppression des taxes sur le pétrole s'en cachait une flopée d'autres que l'on pourrait regrouper sous l'exigence d'une justice sociale, fiscale et citoyenne plus marquée et que cette revendication, il allait en faire sienne. Sans doute a-t-il voulu passer ce message, mais sans pour autant en afficher le côté symbolique. Pas de retour à l'ISF, une augmentation du SMIC qui sera finalement financé par l'État, c'est-à-dire nous, par une augmentation de la prime d'activité élargie à tous les smicards, et puis cette fameuse prime de fin d'année non obligatoire, laissée aux bons soins de l'employeur. Pas de quoi, en tout cas, traumatiser le patronat. Quant aux réformes structurelles, elles sont renvoyées aux résultats d'un grand débat national étalé sur 3 mois où l'on pourra évoquer la proportionnelle, le Sénat, l'immigration, j'en passe et des meilleurs, tout ça sous l'égide des maires. Le vieux monde au secours du nouveau, Jupiter n'en était pas lundi dernier à une contradiction près. Et pendant ce temps, Carlos Ghosn, le patron de Renault, reste en prison au Japon pour encore 15 jours minimum. Mais rassurez-vous, Renault lui verse toujours son salaire. C'est sans doute ce que l'on appelle, dans les milieux des affaires, prendre soin des précaires. Ce sont les 850 employés et futurs licenciés de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde qui vont apprécier la nouvelle. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 30e saison, réalisé par Jérôme. Dans un instant, Lucas Lemoff, celui-là même qui la semaine dernière a brillamment tenu cette émission hebdomadaire à mon absence, reviendra aujourd'hui à ce micro pour une nouvelle chronique de l'air du temps. Et contrairement à la météo, l'air du temps, en ce moment, il se réchauffe. Et puis Claire Suhubiette, musicienne, chanteuse, vocaliste, actuelle responsable de la filière jazz du département musique de l'université Jean Jaurès, entre autres, sera notre invitée du soir, occasion de faire mieux connaissance avec cette artiste éclectique dont les passions vont du jazz au baroque en passant par la musique contemporaine ou le chant choral, liste non exhaustive. Et puis, en fin d'émission, nous essaierons de joindre au téléphone Manu Muret de l'association Un Archer dans le Yucca, association qui organise demain soir son maintenant traditionnel Grand Bal, le 4e si je compte bien, à Mixarmiris, et ça commencera à 17h. Mais on commence tout de suite bien justement par la nouveauté de la semaine. Depuis longtemps, je voue une admiration soutenue à 3 chanteurs ébouriffants. Bob Dylan, Neil Young et Bruce Springsteen. Comme vous dites, ça ne nous rajeunit pas. Le premier aura cassé le folk pour le rendre rock. Le second continue à produire des disques précieux, d'un folk largement traversé par des envolées électriques jubilatoires. Quant au troisième, il vient de passer son année 2018 à compter sa vie dans un théâtre, un tout petit théâtre de Broadway. Un an à se raconter, lui, son père, ses potes, sa ville, son quartier, et puis l'Amérique, celle des déclassés, des travailleurs pauvres, des militaires qui
rentre de la guerre, des espaces sans fin et de la fracture sociale. Il a passé donc une année à se raconter et à chanter sa vie en solo, tout seul sur scène, avec sa guitare, parfois au piano ou à l'harmonica. Et puis il y avait sa voix rock, grave, révoltée, tour à tour amoureuse, dépressive, nostalgique. Sort aujourd'hui Springsteen on Broadway, la captation d'une de ses soirées dans l'intimité d'un tout petit théâtre new-yorkais, jauge 200 places. À noter que sur Netflix, dimanche, ils sortiront la version vidéo de ce concert, l'essence même du rock, en tout cas loin du rock'n'roll circus. Bruce Springsteen, The Promise, extrait de Springsteen on Broadway, ça sort aujourd'hui, c'est son dernier album, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Voilà, c'est toujours Joe Kangourou, The Promised Land, Springsteen. De temps en temps, on peut s'offrir comme ça un petit plaisir coupable. Lucas Lemoff, bonsoir. Bonsoir. L'air du temps, je le disais en début d'émission, ça se réchauffe. Bah ouais. Bon, déjà, je suis content de vous revoir, de vous savoir que vous êtes revenu vivant de Venise. Ouais, ouais. Non, parce qu'on dit toujours voir Venise et mourir. Eh ben quoi, oui, en plus, pour vous, ça veut rien dire parce que c'est quoi, la 9e fois que vous y allez? Ouais, c'est à peu près ça. Ça veut dire que vous seriez mort 9 fois. Ouais, je suis pire qu'un chat. Ouais, voilà. Mais à la rigueur, même là, ça compte pas parce que ça aurait fait la 9e fois et donc la dernière, puisque non. Et si vous étiez un chat, vous seriez mort, quoi. Ouais, ça serait dommage. Et puis on n'a pas vu un chat mort présenter une émission, donc c'est vrai. Depuis longtemps, en tout cas. Donc ça marche pas. Oui, voilà, c'est ça, 30 ans. Bon, et moi, vous me demandez pas comment je vais alors? Oh ben si, mais je vous ai écouté, donc je me disais que ça allait bien. D'accord. Ben vous n'avez pas posé la question. Eh ben vous allez comment, Lucas? Eh ben je sais pas. Voilà. Je crois que notre bon président et les marcheurs ont tellement d'influence sur moi qu'à l'heure actuelle, je crois que je suis en train d'expérimenter émotionnellement le fameux « en même temps ». Voyez, je suis plutôt triste et atterré de ce qui se passe en ce moment dans ce pays, et en même temps, je suis heureux de ce qui se passe. Ah ouais. Et je suis triste parce que je vois des déploiements considérables de forces de l'ordre et l'arrivée de chars blindés dans nos villes, et en même temps, je suis heureux parce que je me dis que si le pouvoir en place organise ce genre de riposte, c'est peut-être parce qu'ils ont un peu les miquettes en face. D'autant que j'ai appris que samedi dernier, un hélico était prêt à décoller en vue d'exfiltrer le président, au cas où les manifestants parviendraient à atteindre l'Elysée. Je me suis dit, bon, sois original, parle d'autre chose, les gilets jaunes, encore les gilets jaunes. En plus, c'est Noël, faut pas oublier la magie de Noël. Mais que voulez-vous, je ne pense qu'à ça. La moindre projection d'avenir pour moi reste, pour l'instant, compromise par la perspective probable d'un renversement du gouvernement et l'installation d'une 6e République. Sur le moindre événement Facebook, je ne mets plus « je participe », je mets « peut-être » ou « intéressé ». Parce que je pourrais être en même temps ici ou là. Vous voyez, c'est compliqué. Oui, parce que Macron a fait de ça en même temps sa marque de fabrique. Jusque-là, il essayait de nous faire croire qu'il pouvait en même temps faire du social et servir le grand capital. Bon, à moins d'être complètement débile ou à la main, que personne n'a pu croire à ce genre de conneries. Hein. Même le fameux, mais c'est bon, c'est le fameux en même temps. Lundi dernier, pendant son allocution télévisée, en mode comédien de doublage pour les Feux de l'amour, en même temps... Vous avez trouvé vous aussi. Ouais. Vous avez vu cette voix magnifique. Formidable. Donc pendant qu'il disait ces machins, en même temps, les sénateurs votaient pour un allègement de l'exit tax. Ouais. Rappelez un peu. Une mesure qui avait été mise en place pour limiter et sanctionner l'exil fiscal. Mise en place par Nicolas Sarkozy, bizarrement. Ouais. Mais au moins, bon, voilà. Il paraît que Nicolas Sarkozy lui aurait d'ailleurs écrit une partie de son discours. Il paraît. Et oui, il est partout. Bref, c'est toujours le fameux « en même temps ». Et le lendemain, il rencontrait les patrons des grandes banques françaises pour faire semblant de leur soutirer un peu de pognon. Bon, alors les copinous, je vous ai réunis pour savoir si éventuellement vous étiez d'accord pour participer à l'effort collectif. Elle est bien bonne. Hein. Oui, voilà, donc réponse non. Non, sérieux les gars, déjà avec Brigitte, on a fait construire un bunker au cas où sous la maison au Touquet, ça nous a coûté une blinde. Si je sors d'ici sans rien, c'est la guillotine assurée. Bon, ok, si tu veux, on te propose, on n'augmente pas les frais bancaires en 2019. Waouh. Bon. Il dit, ok, c'est bien ça. Bon, Jean-Michel, vous notez, pas d'augmentation des frais bancaires en 2019. C'est pas Jean-Michel Blanquer, hein, c'est Jean-Michel Apathy. Il fait secrétaire à l'Élysée pour arrondir ses fins de mois. Il fait scribe aussi. Ouais, il prépare les cafés, il repasse les chemises et il s'occupe accessoirement de la fellation personnelle du président le dimanche soir. Ils alternent avec Nathalie Saint-Cric, ils se mettent d'accord. Oui, parce que côté journaliste, on a quand même de très beaux spécimens de chiens de garde, hein, toujours très très bien élevés. Alors ils sont rigolos à dénoncer, non sans paternalisme, la violence des événements ou à enjoindre les représentants des Gilets jaunes ou des partis politiques à dénoncer eux aussi cette violence. Attention, c'est pas bien de casser. Dites aux gens qu'il faut pas cramer.
Ils subissent jamais la moindre violence, les gars. Ils sortent de leur appart de Saint-Germain-des-Prés, ils prennent leur scoot ou un taxi pour aller à la maison de la radio ou à Boulogne-Billancourt pour enregistrer leur bouse. Le seul risque de violence auquel ils peuvent éventuellement se confronter, c'est un connard lâché à travers la fenêtre ouverte d'une bagnole parce qu'ils auraient grillé la priorité, ou peut-être qu'ils tombent de leurs deux roues à cause d'une merde de chien mal placée sur les pavés mouillés. Pour tout le reste, ils sont pépouses, les gars. Ils sont tranquillou bilou. Avec le pognon qui touche, ils ont la garantie de posséder un logement ou plusieurs, de toujours trouver du boulot pour eux et pour leurs proches, du fait de leur situation sociale et accessoirement de leur couleur de peau, et ils viennent s'offusquer sur les plateaux télé ou radio quand des pères et des mères de famille, avec une liste d'agios long comme un jour sans pain, qu'arrivent même plus à nourrir leurs gosses, taguent Macron démission sur le mur de l'Arc de Triomphe ou font un trou dans la copie en plâtre d'une statue. Oui, mais c'est un symbole. Mais vous en voulez d'autres, des symboles. La pyramide du Louvre, le jour de l'élection, il y a 1 an et demi, symbole. Le président d'un pays laïque promu chanoine de Latran par l'église catholique, symbole. La suppression de l'ISF avant même d'amorcer la moindre mesure sociale, encore symbole. Un arc de triomphe, ça se nettoie. Une vitre pétée, ça se remplace. Et une copie en plâtre, ça se refait. La vie de millions de femmes et d'hommes dans ce pays, ça se refait pas comme ça, et surtout pas à coût de 100 balles de plus par mois, payées par l'État. Donc par nous. L'injonction à la non-violence, c'est l'apanage des dominants. C'est tellement facile de demander aux autres de ne pas manifester de violence quand soi-même on n'en subit pas une seule au quotidien. Ça me fait penser à ces hommes qui, lorsqu'une femme leur dit qu'elle a du mal avec une blague sexiste, lui répondent « Oh ça va, calme-toi, c'est juste une blague ». Ou encore à un blanc qui, face à une personne racisée, tenterait de lui expliquer qu'il n'a pas à se plaindre parce que lui aussi il est victime de racisme et que ça s'appelle le racisme anti-blanc. Quand on préfère s'offusquer d'un tag sur un bâtiment, aussi symbolique soit-il, sans s'émouvoir de la mort d'une femme de 80 ans due au tir d'une grenade lacrymo en plein visage, à mes yeux, il y a un problème. Dans un rapport de force comme celui-ci, il y a 2 choses qui payent, la violence ou la grève générale. Depuis des années, il y a eu des manifestations en France avec bien plus de gens dans la rue. Pas une inflexion, pas un changement dans la politique libérale. Aujourd'hui, il y a des barricades qui crament, des magasins vandalisés et une économie au ralenti à cause des blocages. Et on a déjà un peu plus la sensation de faire bouger les lignes. Bon, vous allez me dire, on peut pas prétendre que dans la dernière annonce présidentielle, on ait vraiment fait bouger les lignes. Mais en haut, ça prépare des hélicos pour s'exfiltrer au cas où. Et c'est pas rien. Qu'on ressente un malaise face à la violence, c'est normal, c'est heureux. La violence n'est pas naturelle et personne n'aime ça. Mais qu'on constate son efficacité dans le rapport de force, c'est autre chose. Et si on se met à différencier la violence matérielle de la violence physique, alors là, c'est carrément le pompon. Des vitres pétées, des voitures brûlées, c'est rien face à tous les yeux explosés et les mains arrachées à cause de la police dans ce pays. Alors oui, nous aussi, en face, on peut faire du en même temps. Pour ce samedi, les Gilets jaunes ont eu l'ingénieuse idée de proposer aux manifestants de porter du noir, histoire de manifester leur deuil après l'attaque de Strasbourg, et en même temps, de garder leur gilet jaune par-dessus pour signifier qu'une attaque terroriste, ça ne freinera pas ce mouvement. En même temps. Oui, on peut décider de faire du en même temps en manifestant pacifiquement pendant que d'autres, en même temps, décident de cramer des bagnoles. Moi, téméraire comme je suis plutôt de la première catégorie, d'autant que je suis un foutu de réussir un barbecue. Mais j'aurai toujours un petit sourire quand je verrai de la fumée noire s'échapper entre 2 immeubles. Parce qu'avec la peur, en même temps, il y aura de l'espoir. L'espoir de voir s'atténuer les pires des violences, celles qui viennent d'en haut. Et ça, c'est pas rien. Allez, cette fois c'est sûr, Lucas vire révolutionnaire. La relève est là. En même temps.
c'était donc Édredon sensible, Édredon et les copains, que l'on pourra voir demain soir dans le cadre du 4e bal, du grand bal d'un Yucca, l'association Un Archer dans le Yucca, qui organise depuis 4 ans donc cette manifestation dédiée au bruit sous toutes ses formes. Au bruit. Ah ben oui, carrément, c'est la plupart du temps assez noisy ce que programme le Yucca. Et pour cette extension d'Édredon, et puis on parlera avec Jean-Pierre Lérac ici présent, je le rappelle, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et surtout artistique de cette émission, surtout morale, me dit ma mère aussi régulièrement. Ben oui. Donc, un archer de la Yucca, Édredon sensible, avec 32 autres musiciens, ils sont 36 sur scène, et ça devient Édredon et les copains. On vient d'en écouter un petit extrait tiré d'un filage de ce spectacle dans la semaine à Mixar Myris, dont celui-là, ne cherchez pas, il n'existe pas sur disque encore. Oui, alors c'est vrai que cet événement, on en parle depuis dans les couloirs, on en parle depuis un mois à Toulouse, on se demande ce qui va se passer, parce que déjà qu'Édredon, à 4, ils arrivent à foutre le feu à n'importe quel endroit, on se demande avec 40 bonhommes ce que ça va être. Moi, j'ai pas écouté les filages, je suis très impatient de voir ça. Ça fait du boucan. Ça fait du boucan. Donc, pour revenir un peu à cette soirée, on va vite en faire le tour. Ça commence à 17h, donc demain après-midi, par le traditionnel loto d'un archer dans le Yucca, amener des choses à gagner. Tout le monde peut gagner ce que les autres ont amené. Et puis, le spectacle commencera musical à 20h avec donc Édredon et les copains. On vient d'en écouter un extrait. Et puis... le but René aura mis un peu l'ambiance pendant le loto. Et puis la soirée, à partir de 21h, c'est Poulenjar, c'est Sec, c'est Massico et c'est Gwynverst. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette programmation, Jean-Pierre ? C'est vrai que c'était une programmation très, très manumurée. Mais moi, je trouve que tous ces groupes-là, je les connais puisqu'ils sont tous pratiquement passés à Luce. C'est vraiment la crème du underground à Toulouse. Et Poulenjar, je suis très content de revoir Poulenjar, ce duo absolument incroyable. La dernière fois qu'on avait pu les voir à Toulouse, c'était à la Cave Poésie. Voilà, sur un projet qui était quand même un petit peu particulier, mais je crois que ils méritent mieux que ça. Je crois que c'était pas franchement très représentatif de ce qu'ils font d'habitude, mais c'est vraiment un couple merveilleux. Et puis Gwynverst aussi, c'est Antoine Arnera, c'est un magicien de l'électro qui arrive à jouer de l'électro avec des claviers, c'est assez étonnant. Donc oui, c'est une soirée. Moi, je sais pas si j'arriverai jusqu'à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est des soirées quand même, c'est très fatigant. Ouais. Quoi. Nous, on commence vraiment à se faire vieux pour ce style de manifestation jusqu'à 2-3 heures du matin. Je trouve que ce qui est assez marrant, justement, c'est le contraste avec la soirée de ce soir. Je vais essayer de faire ce grand écart, parce que c'est vraiment un grand écart avec les stars du jazz toulousain, les stars incontournables du jazz toulousain qui se reproduisent à Toulouse, avec le lendemain tout ce qui se fait de plus actuel. C'est vrai que c'est un grand écart qu'on va peut-être tenter ce soir. Ce soir, le grand écart, c'est le faire ce soir et demain. Et demain soir. Donc ce soir, ça commence à 21h30. Jean-Pierre Lérac parle du concert du Hit Jazz Trio au Taquin. On en parlera en fin d'émission. Et puis donc demain soir, cette soirée, ce grand bal du Yucca, donc à Mixar Myris, début des hostilités à 17h avec le loto et le but René qui jouera pendant ce loto, 20h Édredon sensible, et puis à partir de 21h en suivant. Le but René, c'est bien là Florian Nastor qui joue de la batterie, c'est ça? C'est exactement ça. À 21h Poulenjar et en suivant Sec en duo là cette fois, basse batterie, Massico et Gwynverst. Massico, les rockeuses suisses, incroyable, aussi. Totalement incroyable. Voilà, donc vous avez à peu près le descriptif de la soirée, soirée à ne pas rater à Mixar Myris. En plus, l'endroit continue à être un endroit assez terrible. On en reste là peut-être pour le Grand Bal. Oui, mais on pourra peut-être faire le bilan ensuite. Voilà. Oui, je crois que et on remercie Manu Muret pour cette excellente initiative. Agitateur. Voilà, donc le Grand Bal du Yucca, c'est demain soir à partir de 17h à Mixar Myris. Et vous l'aurez compris, c'est chaudement recommandé par la maison. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Bah ouais.
Et puis voilà, nous allons passer les 40 minutes qui suivent avec notre invitée du soir, Claire Subiette. Bonsoir. Bonsoir. Claire Subiette qui fait partie de la grande famille des Subiettes à Toulouse. Si vous êtes des aficionados de caramel mou, Hervé Subiette, vous le connaissez, c'est un habitué de cette émission. Joël, son frère, il peut passer dans cette émission autant musicalement qu'en chair et en os, mais il est quand même important à Toulouse parce qu'il dirige un des ensembles les plus remarquables de la ville. Et d'au-delà, comme disait Buzz l'éclair, donc les éléments. Et puis Claire Subiette, je le disais en début d'émission, enseignante à la fac Jean Jaurès, mais également musicienne, chanteuse, vocaliste, plusieurs manières de faire jouer sa voix. Et puis donc avec une actualité qui commence maintenant, on en parlera dans le courant de cette interview, avec le chœur étudiant qui prend une nouvelle direction, qui prend une nouvelle identité. Et elle nous parlera en cours d'émission du programme qu'elle concocte avec les étudiants de Jean Jaurès cette année. Mais peut-être on va commencer par la question traditionnelle qu'on pose ici dès qu'on reçoit maintenant des musiciens. La musique, ça a commencé comment ? Alors moi, la musique, ça a commencé petite. Donc évidemment, dans une famille de musiciens, c'est plus facile de se mettre à la musique. Faites-nous un peu les liens familiaux. Les liens. Alors, c'est rigolo. La musique est arrivée chez nous par hasard. Mes grands-parents étaient des gens modestes, qui n'avaient pas du tout ni de culture musicale, ni de pratique de la musique. Et puis, on ne sait pas pourquoi, chacun de leurs 3 enfants, mon père, mon oncle et ma tante, sont repartis à l'âge adulte de chez leurs parents avec un piano et aussi la possibilité de s'en servir. Donc mes grands-parents, ils ont toujours amené nos parents à la musique, et puis voilà. Et puis de nos parents, ça s'est transmis à mes cousins, moi, et maintenant encore la génération suivante où il y a encore plein de musiciens. Oui, puisqu'il y a une Subiette qui est aussi chanteuse et que l'on voit régulièrement dans certaines sorties de disques. Une Subiette. Oui, une Subiette, votre fille. Ah, ma fille, oui, mais alors évidemment, mais comme c'est pas son nom, alors oui, il y a une Subiette, celle-là. Et puis il y a aussi la branche Martineau avec Jérôme Martineau, qui est le batteur qui joue avec Headbangers, etc. Une Maïder qui fait de la musique trad, etc. Donc une grande dynastie de musiciens. Ouais. Donc je vous ai demandé, en préparant cette émission, de nous amener quelques disques qui avaient été un peu marquants dans votre approche de la musique et dans ce qui fait maintenant ce que vous êtes. Et le premier album que vous nous avez demandé de passer, c'est un album vocal, une grande formation française de jazz vocal. On écoute ça tout de suite, c'est Double 6 et on en parle juste après. Dis-toi, t'as peur de travailler, dis-toi, t'as peur de te réveiller, dis-toi que tu ne peux pas te lever. Dolinant, 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 dolinant. Dolinant, 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 dolinant. Tu peux pas, dis donc patate, non tu peux pas passer tout ton temps, dolinant, dolinant. Dolinant, 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 dolinant. Dolinant, 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 dolinant. Tu peux pas, dis donc patate, non tu peux pas. Donc là on est un peu fin des années 50, début des années 60, ouais, Double 6 avec plusieurs formations mais qui ont mis en avant cette version un peu vocale du bebop. Le côté intéressant de cette formation, c'est qu'ils essayaient de traduire par la voix tous les solos de sax ou de trompette qui étaient dans ces musiques originales américaines. Exactement, il y avait Mimi Perrin qui écrivait des textes assez extraordinaires. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Il y a un petit côté kitsch toujours, mais chez eux, c'est dépassé par l'intelligence, le propos poétique, etc. Vraiment, et l'incroyable ressemblance de la voix avec les instruments. Ouais. C'est vraiment étonnant, j'adore ça. Donc ça, j'écoutais ça enfant. Ma mère écoutait Double 6 et aussi d'autres groupes vocalistes
Manhattan Transfer, enfin, il y avait quand même cette tradition-là chez moi. Et puis Hervé, mon cousin, évidemment, qui me faisait des cassettes audio avec Swing Singers qui chantent ce bac, etc. Donc ça, c'est vraiment des trucs que j'ai écouté beaucoup petite, quoi. Pour finir avec les double six, il faut quand même savoir qu'il y a des tas de musiciens français qui ont fait leurs armes là ou qui se sont affirmés là. Eddie Louis, par exemple, pendant longtemps a fait partie des double six avant d'être reconnu comme l'organiste et le clavieriste qu'il a été. Mais c'est vrai qu'il a vraiment explosé avec les double six. Et d'ailleurs, extraordinaire chanteur. Et après, c'est vrai que moi j'ai eu une histoire particulière aussi avec double six parce que j'ai eu une espèce de révélation de moi-même comme musicienne parce que j'ai eu la chance de faire un stage avec Christiane Legrand. Quand j'avais 20 ans, tout à peine, je chantais un peu en chœur, mais voilà. Et ça a été une rencontre assez fondatrice en fait pour moi. Cette femme qui avait non seulement chanté dans ces groupes double six, Swing Singers, et aussi ils étaient incroyables ces musiciens parce qu'ils faisaient aussi vivre la musique de leurs contemporains vraiment dans le complètement hors du jazz, c'est-à-dire la musique de Luciano Berio, etc. Ils avaient vraiment ce double versant en fait, jazz et musique contemporaine hyper exigeante, etc. Et donc moi j'admire énormément ça me parle, cette double facette. Et puis cette femme incroyable, Christiane Legrand, ça a vraiment été une rencontre hyper importante dans ma vie. Deuxième choix de Claire Subiette, c'est celui-là, un peu plus, j'allais dire, récent. La musique percussive de Steve Coleman, le saxophoniste avec ses éléments. Là aussi, apparemment, un choc pour Claire Subiette qui se découvre musicienne. Oui, exactement. Là, vraiment un vrai choc. Je vous disais ça tout à l'heure en off. Je me rappelle encore la première fois que j'ai entendu cet album. Vraiment, je sais où j'étais et je me rappelle l'état dans lequel ça m'a mise. Voilà, il y avait vraiment pour moi une grosse claque. Voilà, avec ce côté extrêmement brillant et virtuose en termes de rythme, quoi. Voilà, parce que là ils jouent tous dans des métriques différentes, superposées, etc. Donc moi j'étais vraiment une musicienne classique 100%. Donc ce côté complètement fou, la claque, puis à la fois les thèmes qui sont quand même presque pop à des moments, c'est hyper consonant. Ça se retient comme une chanson et à la fois il y a un fouillis là, et je me rappelle ça j'avais pris ça vraiment en pleine face et ça m'avait vraiment voilà, et donc c'est quelque chose qui m'a bouleversée et j'ai commencé à écouter ça et j'ai plus jamais arrêté en fait. Et c'est ça qui donne envie d'aller voir aussi ce qui se passe du côté du jazz quand on vient du classique. Ouais, carrément. Bon voilà, j'avais quand même cette appétence un peu pour le jazz, mais le jazz qui sonne doux, le jazz qui sonne chanson. Voilà, mais ça, oui, ça a été vraiment parce que ça m'a parlé plus comme de la musique contemporaine qui était ça plus mon domaine à l'époque. Parce que vous avez une formation classique conservatoire 100%. De Bordeaux. Ouais, exactement. Je regardais un peu vos diplômes, diplômé en piano, en musique de chambre, en harmonie, en contrepoint. Ouais. C'est vrai que sur une carte de visite, ça en impose un peu. Oui, enfin, ça en impose, mais à la fois, qu'en fait-on ? C'est ça le truc. Mais comment on arrive de cette tradition-là classique à ce que vous avez fait un peu plus tard avec le CUF, et on en parlera un peu plus tard. Ouais. C'est en écoutant ce style de musique. Alors, c'est en écoutant ce style de musique, mais c'est vraiment pas la seule chose. Et c'est drôle parce qu'on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec votre chroniqueur ici présent. Ah ouais, Lucas Leboeuf, il est partout. Il me prépare les interviews, il me remplace. Et à la maison, il me fait des massages quand je suis un peu bloqué. Il est assez formidable. Et donc, justement, on avait cette discussion avec des amis pour savoir d'où on écoutait la musique, en fait. Si c'était une démarche de curiosité individuelle ou si c'était... on me conseille d'écouter ça et du coup je vais l'écouter. Voilà, donc moi en réalité c'est vraiment cette face-là, cette façon-là en tout cas d'écouter la musique. Et donc le CUF, en fait c'est pas du tout parce que tout d'un coup j'ai eu la révélation, si un peu parce que j'allais écouter au Mandala, on en parlait tout à l'heure aussi, le punk jack, mais j'y allais parce que Claire Dabos de Freddie Morrison est mon amie d'enfance et donc quand je suis arrivée à Toulouse c'est elle qui m'a amenée au Mandala et tout ça. Et donc c'est vraiment des histoires d'amitié en fait
Voilà, donc moi j'ai passé le pont là, ou peut-être parfois à la nage, hein, on peut galérer dans la rivière, mais parce que c'était des amitiés quoi. Voilà, vraiment. Donc là on vient de découvrir un peu la facette jazz contemporain avec Steve Coleman, un peu plus classique et chanson, vous le disiez, avec Double 6. Et puis dans la liste des morceaux que vous nous avez demandé de passer ce soir, il y a ce troisième. C'est vrai que moi j'ai limité votre programmation à 3, sinon on n'en finit pas, et c'est Wifong qui ferait la gueule à 19h parce qu'on en serait encore à parler de musique. Le troisième donne aussi une idée de votre formation de départ, mais de ce que vous continuez à faire. Là, on est dans un univers un peu plus, j'allais dire, un peu plus baroque. Alors là, ça c'est la platine de Campus qui n'est pas habituée à ce style de musique. Faut quand même la comprendre. Eh ben ouais. Et puis elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc qu'on me fait passer? Donc c'était du Poulenc. On aura essayé, mais apparemment Campus, les platines à Campus ne sont pas programmé pour passer ce style de musique à cette heure-là, qu'on le sache. Donc c'était Poulenc. C'était les premières mesures du Gloria de Poulenc. Voilà. Donc versus musique répétitive. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une autre façon aussi d'envisager cette musique. Steve Reich sort de cette platine, s'il te plaît. Donc musique baroque, musique classique. Alors voilà, oui, c'est vrai que ce Gloria là. Cet extrait du Gloria, je voulais vous le faire entendre parce que voilà, donc vous en avez parlé tout à l'heure brièvement, j'ai monté, oui on peut dire ça, un nouveau chœur cette année qui s'appelle le chœur donc étudiant de Toulouse, et notre premier grand concert en collaboration avec l'orchestre symphonique étudiant, ce sera donc ce fameux Gloria de Poulenc à Saint-Cernin en mai prochain. Voilà, donc c'est notre gros projet. La musique de Francis Poulenc, moi c'est une musique qui m'accompagne depuis toujours, on va dire ça vraiment. Et donc j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur son opéra qui s'appelle Dialogue des Carmélites. Sa musique vocale, je l'ai découverte par la pratique quand je chantais aux éléments, pareil quand j'étais une jeune musicienne, et c'est une musique qui m'a toujours touchée. Voilà, alors c'est toujours un petit peu un compositeur assez décrié, ou en tout cas considéré un petit peu comme un musicien facile, parce que justement sa musique est assez accessible, on va dire. Pour moi, c'est c'est une musique qui est hyper profonde et qui me touche énormément. Voilà. Et peut-être, avant d'écouter ce que j'avais prévu dans cette émission, on va un peu chambouler l'ordre. Vous parliez du chœur étudiant. Vous êtes en train de préparer un nouveau répertoire. Avant d'en parler, je voudrais que vous écoutiez ça. Voilà, que vous écoutiez vraiment ça. Enregistré dans la semaine. Jérôme sur l'iPad. Ah. On n'y est vraiment pas. Ah.
extrait d'une répétition qui nous a été gentiment envoyée par Valentin Gautron, qui fait partie de ce chœur étudiant. Le programme et le chœur tel qu'il existe maintenant, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, avec une nouvelle façon de concevoir ce chœur-là, qui s'est monté en association, avec un parti pris de laisser aussi les étudiants gérer la structure. Racontez-nous un peu ce projet. Ça, c'était vraiment un projet qui vient de Jean Jaurès. Oui, alors qui vient de l'université Jean Jaurès. Un petit peu, et à la fois l'idée de ce chœur étudiant, c'est justement d'être interuniversitaire et inter-école. Voilà, parce que moi j'étais un petit peu contrainte dans le cadre pédagogique avec les chœurs de l'université du Mirail, Jean Jaurès. Voilà. Et donc, j'avais envie de pouvoir mener d'autres projets, j'avais envie de pouvoir faire des échanges avec d'autres universités, etc. Et donc, grâce à l'équipe, justement, dont fait partie Valentin Gautron, et puis notre présidente Mathilde Liffreau, et puis plein de petites mains comme ça, des étudiants hyper enthousiastes pour m'aider à faire naître ce projet. Voilà, on a réussi à monter ce nouveau chœur. Donc ils sont une 60aine pour le moment d'étudiants, donc on répète tous les lundis soirs, et donc ce que vous avez entendu là, c'est un extrait de notre répétition de lundi. Donc on commence par un programme de valse de Brahms. Voilà, donc pardon pour le piano pauvre, c'était moi, et normalement c'est accompagné par 2 pianistes, c'est des œuvres pour piano à 4 mains et chœur. Voilà. Et ça va être, on va l'écouter quand? Alors, premier concert, ça sera le 29 janvier, au Crous, voilà. Et puis on a un autre concert en avril avec ce même programme à l'Amphi d'Espax, à l'université Capitole. Et j'allais dire, et en ville, il y a un concert qui est prévu? En ville? Eh bien, autre part pour le moment, que dans les locaux universitaires? En réalité, pour le moment, on vient de naître. Donc on attend d'être un petit peu connu, tout simplement, pour pouvoir rentrer dans des programmations. J'ai bon espoir pour l'année prochaine. Voilà. Puisqu'avec le chœur étudiant l'année dernière, on vous avait entendu sur un programme forêt à Saint-Cernin. Voilà, mais là, c'était le chœur des étudiants en musique de l'université de l'UT2. Donc là, c'est vraiment un projet complètement indépendant. Complètement différent. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce qui vous anime aussi dans vos activités actuelles. Donc autant la musique baroque avec les éléments dont vous faites partie que la gestion d'un certain nombre de chœurs, puisque vous êtes aussi sur le chœur Les Archipels, qui est aussi un chœur qui fonctionne avec les éléments. Et là aussi, vous avez une activité de diriger des chœurs. C'est quoi qui donne envie à diriger comme ça un ensemble vocal? Alors ça, c'est compliqué de dire ce qui donne envie. Je sais pas, un peu envie de faire le malin. Non, je crois que c'est difficile de répondre à cette question. Je me suis jamais posé cette question. J'ai toujours eu envie, en fait. Comme mon cousin Joël était chef, moi j'ai chanté assez jeune avec lui. Je crois qu'il m'a... Mais voilà, mais chanter, c'est pas diriger. Vous êtes non, chanter, c'est pas diriger, formation, vous êtes une musicienne. Oui, c'est vrai que je suis ni chanteuse ni chef de formation. Donc je me suis formée complètement sur le tas, comme on dit, même si c'est moche. Et non, je crois que j'adore ça, vraiment. Mais c'est un petit peu la même chose qu'être prof. Je crois que c'est envie de transmettre et envie de créer du lien, du rapport humain. Ouais, je crois vraiment que c'est ça. Et je crois que ça me décrit assez bien, en fait, je crois. Donc ça, c'est pour votre activité vocale, et puis avec cette activité de chef de chœur qui vous anime ces derniers temps. Et puis on va revenir un peu en arrière, revenir un peu dans comment moi j'ai découvert Claire Subiette. Ça se passait au milieu des années 90, et puis est arrivé dans ces années-là en suivant une formation qui s'appelait le Punk Jazz Collectif, qui faisait les beaux soirs du Mandala, et qui était une espèce de réunion complètement barré, avec justement quelqu'un qui s'appelle Puy Barré, comme quoi il y a des noms qui sont quand même assez prédestinés. De ce groupe-là a émergé une espèce de collectif qui s'est appelé le Complot Ultra Frêle, et qui avait un certain nombre de formations assez déroutantes et étonnantes. Il y avait la Goutte, il y avait les Arbres, il y avait Moule Julienne, il y avait le Mohajit, il y avait plein de formations comme ça dans lesquelles se sont révélés des Fabienne Duscoms, des Frédéric Cavalin, des Alex Pic,
enfin, des gens qui... Éric Paillet qui continue à faire la vie du jazz à Toulouse. Et dans cette... pas Éric. Oui, pas Éric. Lui, il est parti à New York, il est revenu. Mais bon, tous les autres, ils sont toujours. Vincent Ferrand aussi. Et puis, justement, Vincent Ferrand avait monté une formation qui s'appelait Glace Oignon, dans laquelle vous interveniez. Et c'est vraiment, je crois, la première fois que j'ai entendu autant votre jeu de piano minimaliste, vous le rappeliez il y a 2 minutes, que votre voix, puisque vous utilisiez aussi la voix dans cette formation. On va en écouter tout de suite un petit morceau et on parlera du CUF après. Je déclare quant à moi que le physique l'emporte sur le moral. Il n'y a pas de désillusion qui fasse souffrir comme une dent gâtée, ni de propos ineptes qui m'agacent autant qu'une porte grinçante. Et c'est pour cela que la phrase de la meilleure intention rate son effet, dès qu'il s'y trouve une assonance ou un pli grammatical. Qu'entends-tu par là? 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 Glace Oignon, qu'entends-tu par là? Là aussi, petit plaisir, la première voix qu'on entend, c'est Claire Damos, de Freddy Moraison, la maison de diffusion de production de jazz bizarre à Toulouse. Donc vous le disiez tout à l'heure, une de vos amies qui vous a amené aussi à écouter du jazz. Donc c'est elle qui lit ce texte. Et c'est vous qui chantez sur ce morceau-là. C'est sans doute le morceau, j'allais dire, le plus chanson de cet album. On en faisait écouter un il n'y a pas très longtemps à Fabienne Duscoms qui a mis au moins 2 minutes pour se reconnaître et c'était nettement plus free. Oui. Le CUF, qu'est-ce que ça a pu représenter pour vous? Parce que à Toulouse, ça a été une explosion au niveau de la scène locale. Ouais, c'était vraiment, mais c'était surtout protéiforme. Il y avait quand même vraiment plein d'esthétiques. C'était ça qui était aussi très intéressant. Tout le monde était ému par la même volonté de renverser un peu tout ce qui s'entendait jusque-là, mais à la fois avec des esthétiques vraiment très différentes. Quoi. Il y avait de la musique trad, il y avait du jazz, du free jazz, des musiques impro. Il y avait vraiment de tout. Ouais, il y avait vraiment de tout, et c'était quand même aussi vraiment des rencontres, des croisements d'esthétique. Je veux dire, il y avait des croisements de musiciens, puisque chaque musicien intervenait dans 2 ou 3 formations. Groupes, et puis peut-être une façon de voir aussi le spectacle. Pour en avoir vu régulièrement, les spectacles du CUF étaient construits avec un maître de cérémonie, ça partait dans tous les sens. Effectivement, les musiciens se rencontraient sur scène, s'interchangeaient dans les groupes. Il y avait cette effervescence-là qui tournait autour du CUF. Ouais, c'était vraiment c'était une période pour moi en tout cas extraordinaire, vraiment. C'était comment riche. Là justement vous êtes situé par rapport à ce courant-là, ces musiciens et l'implication que vous avez pu avoir sur ce moment-là? Moi je suis un petit peu toujours gênée parce que j'étais à l'origine d'aucun projet. Je suis rentrée dans des chaussons de projets. Voilà, j'étais encore un petit peu effarouchée, mais j'étais hyper heureuse de vivre ces rencontres et de vivre ces expériences de groupe. On avait ensuite un groupe avec aussi Stéphanie Marchesi, Hervé Richaud et tout ça, tous ces gens. Enfin, voilà, moi c'était des expériences du coup de vocalistes auxquelles j'aurais jamais cru être mêlée, complètement. C'était, moi je vivais ça comme un peu une espèce de grande fierté parce que c'était tellement éloigné de la musique dans laquelle je baignais. Puisqu'à ce moment-là, vous étiez déjà enseignante. Oui, en tout cas, c'était le moment où je commençais à passer les concours de prof. Et par ailleurs, je chantais aussi aux éléments. Voilà. Donc, tout se mélangeait, quoi. Mais c'était puis pour moi des rencontres vraiment humaines extraordinaires, quoi. Yannick Puybarré, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'aime toujours. Enfin, je veux dire, c'est des gens vraiment qui ont été importants pour moi et que j'ai beaucoup admiré dans leur démarche artistique qui me paraissait extrêmement
libertaire, quoi. Alors que moi, je venais d'un milieu qui était un petit peu plus fermé. Un peu plus fermé, oui. Beaucoup plus fermé. Yannick Puybarré, que l'on peut retrouver de temps en temps avec Tobrugoi, la formation de Colin Jor, l'an dernier avec un disque qui était sorti au mois de mai. Je le disais, Claire Subiette, en début d'interview, vous êtes quand même quelqu'un d'assez éclectique. On l'aura peut-être compris en écoutant les divers projets dans lesquels vous êtes impliqué. Ça vient d'où cet éclectisme et ce besoin d'aller voir ailleurs et d'aller voir d'autres sonorités que celles dans lesquelles vraiment vous avez été formé? Alors, je crois que c'est à la fois ma plus grande qualité et mon plus grand défaut, c'est-à-dire beaucoup de choses me plaisent. Beaucoup. Et les mauvaises langues disent beaucoup trop. Peut-être. Ouais, j'en connais d'autres aussi. Ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu voilà, mon défaut dans ce sens-là, c'est que du coup, je me suis jamais impliquée à fond dans une de ces voies-là. Donc, voilà. Mais en revanche, ce qui me meut, c'est vraiment le plaisir de faire et des rencontres, toujours pareil. Voilà, j'aurais du mal à vous dire, là, aujourd'hui, si tu devais faire une croix sur quelque chose, ça serait vraiment difficile, quoi. Ça veut dire que la musique, c'est autant une émotion en jouant un instrument que l'émotion générée par une rencontre avec un autre musicien? Pour moi, oui. Vraiment, oui. Ce qui est à dire là, c'est que effectivement, ce que vous recherchez dans la musique, c'est autant l'émotion que vous pouvez donner au public que l'émotion que vous prenez en rencontrant des gens. Oui, ça c'est sûr. Ça existe sur tous les projets de groupe d'une façon très sensible, évidemment, parce que le nombre est petit, et ça existe sous une autre forme dans le fait de chanter dans des chœurs. Parce que là, il y a une espèce d'énergie, de synergie dans les harmonies des voix mêlées, qui est une expérience même presque physique extraordinaire, quoi. On va écouter un autre exemple de la façon dont vous pouvez placer vos voix dans des projets. Là, on va tomber dans Initiative H, donc le petit big band de David Odrochy. Et là, si je me souviens bien, c'est avec votre fille que vous êtes, Lou Subiette-Ferrand, sur cet album Dark Wave, qui doit être le deuxième de Initiative H, si j'ai bien compté tout ça. On écoute un extrait d'un morceau. Écoutez bien les voix, c'est vrai qu'elles sont un peu couvertes par les cuivres sur ce morceau-là, mais enfin quand même, en tendant l'oreille, on peut entendre. Quand je disais en début d'entretien que vous êtes autant chanteuse que vocaliste, là on voit un exemple de vocaliste. C'est quoi la différence dans la façon d'appréhender la voix là? Oh, c'est très simple. C'est plus qu'une façon d'apprendre la voix. C'est le fait d'être responsable de l'émotion ou de participer à l'effort collectif. Pour moi, c'est vraiment très différent. Voilà, et là, c'est le collectif. Là, c'est le collectif, bien sûr. C'est vraiment le collectif. Je parlais d'éclectisme avec peut-être les deux projets qui vont vous occuper ces prochains temps. Il y a le chœur étudiant, ça c'est sûr, mais il y a ce projet autour du répertoire de Nougaro que vous allez bientôt jouer. Ça se passera le 25 janvier 2019 dans un hôtel, l'hôtel Palladia, étrange endroit pour un concert. On a même une date avant, qui est le 8 janvier, à Saint-Pierre-des-Cuisines, ce qui est un lieu qui se prête plus logiquement à ce Et donc là, exercice. avec le chœur Archipel, donc le chœur dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Cette idée de célébrer Nougaro, c'est parce que vous êtes maintenant toulousaine, après avoir été... Non. Alors le projet ne vient absolument pas de moi. C'est un projet qu'on avait créé il y a, je dirais bien 5 ans. Il y avait eu une nuit Nougaro à Audi-Sud, avec du coup là une espèce de collectif aussi. Éric Larraine, Marie Sigal, donc évidemment Hervé Subiette, l'irremplaçable Lucas Le Beauf. Au piano. Voilà. Et
Puccinella. Donc là, c'était vraiment à l'origine. Voilà, il y avait un plateau. Puccinella avait fait un projet avec Hervé Subiette autour de Donc de le Nougaro. projet était complètement à l'initiative d'Hervé, je crois, et de sûrement Philippe Couret. Voilà. L'ancien Et patron donc, de là, la salle Nougaro et exactement. l'actuel patron du Festival des Tours de Chat. Absolument. Voilà, donc là, ce spectacle Nougaro, du coup, c'est ce qui reste de ce premier spectacle au mais du coup, c'est pas du tout mon initiative. Je dirige le chœur, mais Hervé, Lucas ont une part hyper importante dans le projet. Voilà. Et deuxième projet, celui que vous venez d'enregistrer avec un saxophoniste que l'on aime beaucoup de ce côté-ci de Toulouse, sur Caramel Mood, c'est Padovani, Jean-Marc Padovani, qui revient un peu à des choses qu'il avait pratiquées il y a quelques années, un mélange entre les musiques traditionnelles, les musiques du monde et le jazz. Là, il s'est un peu focalisé sur les traditions occitanes. Ça donne un projet qui s'appelle Mescladis. On va en écouter un extrait puisque on a déjà des extraits de Mescladis, mais parlez-nous-en avant qu'on écoute ça. Ah, mais Mescladis, pour moi, c'est un mélange qui pourrait paraître saugrenu, et qui en réalité, en tout cas à mes oreilles, fonctionne vraiment très très bien, c'est-à-dire le sax de Jean-Marc Padovani avec la vielle à roue de Gilles Chabenat, les percus de Florent Tisser, et Étienne Manchon au clavier qui joue de l'orgue positif, quoi. Ça, quand même, les chorus de jazz d'Étienne Manchon à l'orgue positif, c'est pas rien. Voilà, Jim Mono à la contrebasse, et puis ensuite on est un quatuor vocal d'écriture classique qui se mélange à tout cet ensemble instrumental très un album super. Et un projet qu'on va commencer à voir à partir de quand? Alors l'album, j'en sais rien. On a créé le projet à Saint-Céré, voilà, au théâtre de l'Usine. On rejoue ce projet en mars, je crois, à Foix, à l'Estive, voilà, où on avait travaillé en résidence, et ensuite le projet d'enregistrement, voilà, pour le moment est un petit peu on n'a pas de date précise encore. En tout cas, nous on a déjà un premier morceau, ça s'appelle Sérénade Mescladis, dans le nouveau projet de Jean-Marc Padovani, dont on reparlera ici régulièrement, et on vous dira quand est-ce que ça passe à Toulouse. Sérénade Mescladis. Voilà, Sérénade, le nouveau projet de Jean-Marc Padovani, dans lequel intervient notre invité du soir, Claire Subiette. J'ai quand même oublié de citer Christopher Gibert, qui est le compositeur de la moitié des morceaux et bien sûr qui chante dans le quatuor vocal. Lucas, vous vouliez rajouter un mot? Alors j'en profite tant que Claire Subiette est invitée ce soir. Non, parce que juste pour préciser que moi, si j'ai la chance de travailler avec elle encore sur certains projets comme ça, comme Nougaro, j'ai été son élève. Ah mais oui, avant, oui.
psychologie. Et bon voilà, vous n'avez pas trop parlé de normal de sa vie de prof parce que sa vie de musicienne est très riche. Mais voilà, je voulais juste dire que quand même en tant que prof, elle a inspiré beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, et que voilà, sur ce côté humain, je pense que vraiment ça a beaucoup joué pour beaucoup de gens. Et je pense que si beaucoup de gens font ce métier aujourd'hui, c'est aussi grâce à des gens comme elle. Donc j'avais besoin de lui rendre hommage. Je pense que c'est vraiment important. Voilà. Et Claire Subiette le disait tout à l'heure que c'était peut-être aussi cette façon d'avoir envie de transmettre qui faisait qu'elle était autant musicienne que prof et pédagogue. En tout cas, merci d'être venu passer cette petite heure avec nous. Et puis, pareil, la boîte aux lettres de Caramel Mou est ouverte. Ça veut dire que vous pouvez nous envoyer des nouvelles pour nous dire quand est-ce que joue Mescladis, mais quand est-ce que joue aussi le chœur étudiant que vous avez initié depuis septembre. Merci en tout cas d'être venu passer cette heure avec nous. On va bientôt se quitter. WeFunk, c'est dans 2 minutes. Juste le temps pour moi de vous raconter les concerts du soir. Et bien, ce soir et demain soir au Théâtre du Grand Rond, apéro-concert à partir de 19h avec Corentin Grelier, connu jusque-là sous le nom de Camus, et qui pour l'occasion se lance dans un nouveau répertoire seul avec sa guitare. Donc c'est ce soir et demain soir à 19h au Théâtre du Grand Rond. Toujours ce soir à Itinéraire bis, le karaoké animé par le touche-à-tout de cette émission. Le touche-à-tout, Lucas Lemov, quand il ne parle pas au micro, il joue aussi du piano. Le principe est simple, vous chantez, Lucas vous accompagne au piano, vous chopez le morceau sur son grand classeur où il a 1 millier de titres qu'il peut jouer au piano, et le plus rigolo c'est que ça marche. À la Candela ce soir, Nixie à 20h30, musique électro tendance drum and bass. À l'impro toujours ce soir, le Jésus Hernandez Trio du flamenco jazz. À la Cave Poésie, Denis Lavant, Camille Sèchepé et Laurent Paris pour une lecture musicale de La chasse au snark de Lewis Carroll, le créateur d'Alice au Pays des Merveilles. Denis Lavant, l'acteur plutôt bien connu et qui vient régulièrement de ce côté-ci de la Garonne pour faire des lectures. Ça sera la 3e qu'il fera ce soir à la Cave Poésie. Et puis ce soir au Taquin, le Hip Jazz Trio que l'on écoute juste actuellement derrière, le Hip Jazz Trio avec Hakim Bournan à la contrebasse, Christian Tonton Salut à la batterie, Abdou Salim au saxophone. Grand moment ce soir et demain soir à Toulouse. Et puis demain soir, on vous en parlait tout à l'heure, à partir de 17h, le grand bal du Yucca. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les filles. Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque. Brothers and sisters, I want to know what happened to the soul